Dans la chaleur écrasante de Mérida, les fins d'après-midi sentent le maïs rôti, la chaux et le passé. Les murs blancs des vieilles maisons coloniales retiennent la lumière comme une braise lente, et le soleil de septembre semble vouloir brûler jusqu'à la mémoire des pierres. C'est dans l'une de ces demeures, au cœur du centre historique, que vit la famille Herrera, Miguel, mécanicien depuis 20 ans, Esperanza, sa femme au regard doux et aux gestes précis, et leur fils Santiago, 6 ans, un enfant tranquille, curieux, aux grands yeux noirs qui paraissent trop anciens pour son âge. Ce soir-là, rien ne laissait présager que le monde basculerait. Dans la cuisine, Esperanza préparait le ragoût rouge pendant que le parfum des tortillas chaudes emplissait la maison. Santiago jouait à même le sol, alignant ses petites voitures multicolores sur le carrelage froid. Le crépuscule descendait lentement lorsque sa voix claire brisa la paix familière. « Maman, pourquoi ont-ils brûlé tous les gens dans les tours ?» La cuillère tomba de la main d'Esperanza, éclaboussant les haricots noirs. « Quelle tour, mon cœur ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. Santiago leva la tête. Ses yeux semblaient fixer quelque chose que seul lui pouvait voir. Les grandes tours où vivaient les riches, elles se sont mises à brûler. Le feu tombait du ciel, jaune comme du miel chaud. J'étais sur la colline avec mes moutons. Mon oncle Lot criait de ne pas regarder en arrière. Le silence se fit lourd. Le tic-tac de l'horloge paraissait battre plus fort. Esperanza sentit un frisson courir le long de son dos. « Où as-tu entendu cette histoire, Santi ?»« Je ne l'ai pas entendue, maman. Je m'en souviens. » Les mots restèrent suspendus dans l'air moite. L'enfant poursuivit d'une voix posée, presque absente. L'air sentait le soufre. Les femmes couraient avec leurs bébés, les hommes portèrent des coffres pleins d'or, mais le feu les rattrapait. Il entrait par les fenêtres même quand on les fermait. Esperanza s'assit près de lui, incapable de détourner le regard de ce visage d'enfant qui récitait une apocalypse. Et après, j'ai vu les 2 villes devenir une montagne de feu. Le ciel était noir, la terre tremblait. À ce moment-là, la porte d'entrée grinça. Miguel rentra du garage, la chemise tachée de graisse. En voyant le visage blême de sa femme, il demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» Santiago, déjà retourné à ses jouets, répondit calmement « Parce que c'était mon oncle, papa. Il me protégeait quand tu partais avec les caravanes. » Le cœur d'Esperanza se serra. Son fils n'avait jamais entendu le nom de Lot. Il ne savait même pas lire correctement. Et pourtant, il parlait avec la précision d'un témoin. Le soir tomba sur Mérida. Le repas resta froid sur la table. Les 2 parents échangèrent des regards silencieux, partagés entre peur et incrédulité. Dehors, les cigales chantaient comme toujours, mais quelque chose d'invisible s'était déplacé dans l'air. Cette nuit-là, Esperanza ne dormit pas. Elle écoutait la respiration calme de son fils, guettant la moindre parole. Vers minuit, la voix de Santiago s'éleva dans l'obscurité. Des mots étranges, gutturaux, qu'elle n'avait jamais entendus. Adonai, Elohim, Eishmin. Elle se précipita dans la chambre. L'enfant, assis dans son lit, les yeux clos, tremblait. « Le feu vient !» cria-t-il. « Courez vers les montagnes, ne regardez pas en arrière !» Esperanza l'enlaça doucement, le réveilla. Il ouvrit les yeux, perdu. « Maman, pourquoi je pleure ?» demanda-t-il d'une voix fragile. Ses joues étaient mouillées de larmes. Esperanza comprit alors que rien ne serait plus comme avant. Le lendemain, Miguel but son café sans dire un mot. Les voitures pouvaient être réparées. Les moteurs obéissaient à la logique. Mais les paroles d'un enfant parlant de feu venu du ciel, cela dépassait tout ce qu'il connaissait. Dans la maison des Herrera, quelque chose d'ancien s'était réveillé. Et aucun d'eux ne savait encore que ce n'était que le commencement. Depuis cette soirée étrange, la maison des Herrera ne respira plus jamais la même paix. Tout semblait identique en apparence. Le chant du coq à l'aube, les cloches de San Cristobal, le parfum du café de Hola et du pain sucré. Mais quelque chose s'était décalé, comme une montre qui sonne encore l'heure juste, mais avec une résonance déformée. Esperanza se levait désormais avant le soleil. Le sommeil lui échappait depuis la nuit où Santiago avait parlé dans son rêve. Elle s'asseyait dans la vieille chaise en osier du patio, une tasse chaude entre les mains, regardant les premières lumières filtrer à travers les orangers. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait son fils debout sur son lit,
criant des mots anciens qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait connaître. Quand Santiago descendait de sa chambre, il retrouvait son insouciance. Il courait vers la table, réclamant ses hot-cakes recouverts de miel. Ses petits pieds nus claquaient sur le carrelage, et ses rires remplissèrent la cuisine. Mais parfois, entre deux bouchées, une phrase venait fissurer le fragile vernis de normalité. « Maman, tu sais qu'à Sodome, on faisait le pain avec des graines noires ?» Esperanza resta figée. « Quelle graine, mon ange !»« Celle que ma tante Edith moulait avec la pierre à 3 pieds. Elle faisait aussi du fromage de chèvre, tu te souviens ?» Le café se renversa lentement sur la table, s'écoulant jusqu'au sol. Esperanza sentit son cœur battre dans ses tempes. « Edith ?» répéta-t-elle, tremblante. « Qui est Edith ?»« La femme de mon oncle Lot. Elle me disait toujours de ne pas jouer près des puits de sel. » Le mot sel resta suspendu entre eux comme une prière brisée. Esperanza se força à sourire, mais son visage trahissait la peur. Quand Miguel entra dans la cuisine, il comprit immédiatement. Son instinct d'homme pratique voulait y voir une imagination débordante, des histoires inventées. Mais la précision du vocabulaire de Santiago, les noms, les gestes, les sensations décrites, rien n'avait de la fantaisie enfantine. « On va aller au parc aujourd'hui, proposa-t-il, cherchant une échappatoire. « Tu joueras au foot avec les autres enfants. »« Non, papa. Les brebis sont nerveuses à cause du tremblement. » Miguel se raidit. « Quel tremblement? Il n'y en a pas eu. »« Si, juste avant que le feu descende. Toujours avant le feu, la terre se fâche un peu. Les brebis le sentent avant tout le monde. » Un silence lourd s'abattit. Dehors, les arbres restaient immobiles, pas un souffle d'air. Pas de tremblement, pas de bruit, seulement les paroles d'un enfant décrivant le cataclysme comme un souvenir familier. Plus tard, alors qu'Esperanza étendait le linge, Santiago sortit dans le patio. Il ramassa une branche sèche et commença à tracer sur la terre humide. « Regarde, maman, ici c'était Sodome, là, Gomorrhe. Et le fleuve, il passait juste ici. Les cercles et les lignes semblaient former une carte, rudimentaire mais étonnamment structurée. Même un œil non averti devinait une logique dans ce dessin, montagnes triangulaires, routes, zones salines. Et ces marques, là, ce sont les puits de sel. Après le feu, il n'est resté que ça. Mon oncle disait que c'étaient les larmes des anges. Esperanza se mit à genoux à côté de lui, incapable de détacher son regard de ce plan né d'une mémoire impossible. Les doigts de son fils tremblaient légèrement, mais son visage restait calme. Cette nuit-là, Miguel et elle parlèrent longtemps, assis dans la lumière jaune du salon. « Tu crois à la réincarnation ?» demanda-t-elle soudain. Miguel fronça les sourcils. « Nous sommes catholiques, Esperanza. On ne revient pas. Alors explique-moi comment notre fils connaît tout cela. » Aucune réponse. Seulement le souffle du vent glissant entre les tuiles et, au loin, le cri d'un oiseau nocturne. Avant de se coucher, Esperanza monta voir Santiago. L'enfant dormait paisiblement, un léger sourire aux lèvres. Elle lui caressa le front et murmura une prière. Au même instant, un grondement infime fit vibrer les vitres. À Mérida, la terre ne tremble jamais. Pourtant, Esperanza sentit distinctement le sol frissonner sous ses pieds. Elle se signa lentement. Le feu n'était pas encore revenu, mais quelque chose, quelque part, venait de s'éveiller. Le lendemain, le soleil se leva sur Mérida comme un grand disque de cuivre suspendu au-dessus des toits blancs. L'air déjà lourd de chaleur semblait vibrer entre les branches des ceibas. Pourtant, dans la maison des Herrera, la lumière du matin n'apporta ni paix ni clarté. Depuis les paroles de Santiago, chaque bruit, chaque ombre paraissait chargé d'un sens caché. Miguel tenta de reprendre sa routine. Il enfila son bleu de travail, alluma la radio et prépara son café. Le grésillement familier de la vieille cafetière lui rappela qu'il y avait encore des choses simples et tangibles dans ce monde. Mais même au garage, son esprit dérivait vers la voix de son fils, le feu collant, les tours, les brebis nerveuses. Esperanza, elle, passait ses matinées à observer Santiago. Elle notait sans le vouloir ses mots, ses gestes, la manière dont il semblait parfois écouter quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. L'enfant jouait dans le patio, silencieux, traçant sur la terre humide des formes de plus en plus complexes.
Ce n'étaient plus des cercles maladroits, ni des maisons de jeu. C'étaient des cartes. « Regarde, maman, » dit-il en dessinant avec la pointe d'une tige d'aloe. « Ici, c'est le fleuve. Là, les collines où on gardait les moutons. Et ici, les villes brûlées. » Ses doigts suivaient le tracé comme s'il redessinait une mémoire gravée au plus profond de lui. Esperanza s'accroupit à côté de lui, fascinée et terrifiée. Le dessin avait une précision étrange. 2 cercles séparés par une ligne sinueuse, des marques triangulaires indiquant des montagnes, et, au nord, une série de petits points alignés. « Les puits de sel », expliqua Santiago. « Et ces marques, ici » demanda-t-elle. « Ce sont les chemins des caravanes, là où passaient les hommes de l'Est. Ils apportaient du vin et de l'huile dans des jarres. Je m'en souviens parce que mon oncle disait toujours qu'ils étaient bruyants. » Esperanza resta sans voix. Les hommes de l'Est. Des mots que son fils n'avait jamais entendus dans la bouche de personne. Elle sentit ses mains trembler, puis se reprit. « Santi, où as-tu vu tout cela ?»« Ce n'est pas vu, maman. C'est revenu. » Ce mot « revenu » la glaça. Le soir, quand Miguel rentra du travail, elle lui raconta tout. Il écouta en silence, les bras croisés, son visage fermé. Puis il se leva brusquement. « Demain, je vais parler au père Julian. Il doit bien y avoir une explication. » Mais Esperanza secoua la tête. « Ce n'est pas un prêtre qu'il nous faut, Miguel. C'est un scientifique, un archéologue peut-être. Ce que Santiago dit, c'est comme s'il se souvenait d'un autre temps. » Miguel soupira. Les enfants ont de l'imagination, c'est tout. Pourtant, il n'y croyait déjà plus. Il se souvenait trop bien de la façon dont Santiago avait parlé de la pierre noire, des tremblements de terre, du feu venu du ciel. Ces mots ne pouvaient pas appartenir à un enfant de 6 ans. Cette nuit-là, un orage s'annonça. Le vent fit claquer les volets et les éclairs éclairèrent le patio. Santiago se réveilla en sursaut. Esperanza entra dans sa chambre et le trouva debout, les yeux ouverts dans le noir. « Et va recommencer, murmura-t-il. « Qu'est-ce qui va recommencer, mon amour? Le feu du ciel, toujours après le bruit et la lumière. C'est comme ça que ça commence. » Elle le prit dans ses bras jusqu'à ce que le tonnerre s'éloigne. Le lendemain, il dessina encore, plus vite, comme poussé par une urgence invisible. Quand Miguel vit les cartes alignées sur le sol, il sentit son ventre se nouer. Certaines ressemblaient à des plans topographiques, d'autres à des symboles anciens. « On dirait des cartes réelles, » murmura-t-il. Esperanza hocha la tête. Il faut comprendre d'où ça vient. À ce moment précis, un grondement passa sous leurs pieds, faible mais bien réel. Les vitres vibrèrent légèrement. Miguel et Esperanza échangèrent un regard figé. Le sol venait bel et bien de bouger. Et dans la poussière du patio, les lignes tracées par Santiago formaient, pour la première fois, quelque chose d'indiscutable. Une géographie de mémoire. Le lendemain, le soleil s'était levé sur Mérida, avec la même indifférence tranquille. Les rues, encore humides de la pluie nocturne, brillaient sous la lumière du matin. Les marchands installèrent leurs étals, les motos vrombissaient entre les façades blanchies à la chaux. Tout paraissait normal. Pourtant, dans la maison des Herrera, la normalité n'était plus qu'une illusion fragile. Miguel décida d'emmener Santiago au garage, pensant que l'odeur d'huile et le bruit des moteurs ramèneraient un peu d'équilibre à leur quotidien. Il installa le petit sur un banc de bois, entre une pile de pneus et un vieux ventilateur qui tournait paresseusement. « Reste ici, mon fils. Regarde comment je répare une voiture. » Pendant un moment, tout sembla redevenir simple. Santiago observait, fasciné, les gestes précis de son père. Il posait des questions sur les outils, riait quand Miguel faisait semblant de ne pas trouver une clé qu'il avait lui-même cachée. Le vieux Don Aurelio, collègue de longue date, les regardait avec tendresse. Mais cette trêve ne dura pas. Alors que Miguel serrait un boulon sous le capot d'une camionnette, la voix de son fils résonna derrière lui, calme mais lointaine. « Papa, pourquoi ils ont construit des maisons sur le temple ?» La clé anglaise glissa de ses doigts et tomba dans un fracas métallique. « Quel temple, Santi ?»« Celui avec 7 marches et la pierre noire au milieu, là où on apportait les agneaux pour le sacrifice. » Don Aurelio leva lentement la tête. « 7 marches, tu dis ?» Miguel tenta de garder contenance. « De quoi tu parles, Santiago? Ici, il n'y a rien d'autre que des maisons et des ateliers. »« Non, papa, sous la terre. Juste là, où il y a ces toits rouges,
Le feu l'a touché, mais pas tout. Les pierres sont encore chaudes. Le vieil homme s'approcha, intrigué. C'est drôle que ton petit parle de ça. Il y a 20 ans, avant qu'ils construisent ces maisons, on a trouvé des ruines quand on creusait les fondations. Les archéologues disaient que ce n'était pas Maya. Des marches taillées dans la pierre, une grosse dalle noire brûlée comme du verre. Le visage de Miguel se figea. Et après? Après, plus rien. Le gouvernement a fait tout recouvrir. Les rapports ont disparu, les ouvriers ont eu l'ordre de continuer. Santiago, lui, regardait droit vers l'horizon, ses jambes se balançant dans le vide. Il y avait 3 pièces en dessous, murmura-t-il. Dans la première, on gardait les sacs de grains. Dans la deuxième, les jarres d'huile. Dans la troisième, les tablettes où mon oncle écrivait les comptes des troupeaux. Un silence tomba sur le garage. Don Aurelio, qui avait vu 1000 bizarreries dans sa vie, se signa lentement. Santo Dios. Les archéologues ont trouvé 3 chambres, justement. Exactement 3. Et dans la dernière, il y avait des tablettes d'argile avec des marques comme des chiffres. Miguel sentit son cœur battre plus vite. Son fils, qui n'avait jamais quitté Mérida, décrivait avec exactitude un site archéologique enterré depuis 2 décennies. Qui t'a dit tout ça, Santi? Personne, papa. Je l'ai vu, quand j'étais berger, avant. Il prononça ce mot avec une douceur déconcertante. Avant. Miguel ne répondit rien. Il se sentit soudain étranger à tout ce qu'il voyait. Au garage, à la chaleur, même à son propre fils. Le vieux Don Aurelio s'approcha de lui. « Tu devrais aller parler à quelqu'un, Miguel. Pas au prêtre cette fois. À l'homme qui a dirigé ces fouilles. Un certain docteur Vasquez. Il vit encore, quelque part à Valladolid. » Miguel hocha la tête sans répondre. Ses mains tremblaient. Il observa Santiago qui, désormais, fredonnait une mélodie étrange, lente, presque liturgique. À cet instant, il sut qu'il n'était plus question d'imagination. Il y avait quelque chose de plus grand, de plus ancien, qui parlait à travers son fils. Cette nuit-là, quand il raconta la scène à Esperanza, elle pâlit. « Tu vois, Miguel, ce n'est plus un jeu d'enfant. Il faut retrouver cet archéologue. C'est la seule façon de comprendre. » Miguel acquiesça. Mais, dans son cœur, il savait déjà que comprendre signifierait affronter des vérités que ni lui ni personne n'était prêt à entendre. Depuis cette journée à l'atelier, le temps semblait s'être arrêté dans la maison des Herrera. Les repas se prenaient en silence. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme un rappel du réel, et chaque nuit devenait un territoire d'angoisse. Santiago pourtant restait le même en apparence, un petit garçon au sourire doux, aux yeux profonds et à la voix tranquille. Mais dès que la nuit tombait, son monde intérieur reprenait le dessus. Un soir, peu après minuit, Esperanza fut réveillée par des murmures. Elle se leva, pieds nus, et se glissa dans le couloir. La voix de Santiago montait de sa chambre. « Adonai, Ja'aretz, Eish min hashamaim » Les sons la traversèrent comme une lame. C'était la même langue gutturale que la fois précédente, mais cette fois, les mots semblaient plus fluides, plus confiants. Elle entra dans la chambre. L'enfant était assis, les yeux clos, la peau couverte d'une fine sueur. « Santiago, réveille-toi, mon amour, » murmura-t-elle. Mais il ne bougea pas. « Le feu descend du ciel », répéta-t-il dans cette langue étrangère. Les anges crient dans la fumée. Esperanza sentit les larmes monter. Elle le secoua doucement jusqu'à ce qu'il ouvre enfin les yeux, confus et tremblant. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Elle n'osa pas répondre. Le lendemain matin, en préparant le petit déjeuner, elle appela sa sœur à Cancún. Elle avait besoin d'aide, de sens, de raison. Sa sœur l'écouta en silence avant de dire d'une voix hésitante « Le mari de Ruth, tu te souviens? Sa belle-mère est juive. Montre-lui les mots que Santiago dit pendant ses rêves. Peut-être qu'elle reconnaîtra quelque chose. » Esperanza nota phonétiquement les sons entendus. Adonai, Ja'aretz, Eish min hashamaim. 1 heure plus tard, elle reçut un appel. Ces mots, dit Ruth, sont de l'hébreu ancien. Adonai veut dire Seigneur, Ja'aretz, la terre, et Eish min hashamaim, le feu du ciel. Esperanza resta sans voix. Quand elle raccrocha, ses mains tremblaient tellement qu'elle renversa le café sur la table. Le soir, elle raconta tout à Miguel. Il resta silencieux un long moment, la mâchoire crispée. « De l'hébreu ancien, tu dis ?»« Oui. »
et il n'a jamais entendu cette langue nulle part. Et si ce qu'il disait, c'était un souvenir? Cette idée flotta entre eux comme une prière interdite. Ils s'étaient toujours considérés comme des croyants simples, mais rien dans leur foi ne les avait préparés à ça. Cette nuit-là, Santiago s'endormit calmement. Miguel resta éveillé, assis à côté de son lit, observant le souffle régulier de son fils. Il tenait dans sa main le papier où Esperanza avait noté la traduction. Les 3 mots semblaient briller faiblement sous la lampe. Seigneur, terre, feu du ciel. Ces 3 mots, pensa-t-il, liaient son fils à quelque chose d'immense, d'invisible et d'ancien. Le lendemain, Miguel prit une décision. « Je vais retrouver cet archéologue », dit-il en serrant la main d'Esperanza. « Ce docteur Vasquez doit savoir ce qu'ils ont trouvé sous ces maisons. » Esperanza hocha la tête sans parler. Au fond d'elle, elle savait déjà qu'il venait de franchir un seuil. Ce n'était plus seulement une curiosité ni un mystère familial, c'était un appel. Un appel venu d'un autre temps. Les jours suivants furent avalés par une attente inquiète. Miguel, décidé à retrouver le docteur Eduardo Vasquez, se lança dans une quête qui ressemblait à une enquête impossible. Il commença par la vieille hémérothèque de Mérida, où l'air sentait le papier humide et la poussière. Entre des pages jaunies, il retrouva des articles oubliés. Découvertes archéologiques suspendues à San Antonio, les fouilles de 2005 classées sans suite. Le nom du docteur Vasquez revenait partout, puis disparaissait brusquement des archives, comme s'il s'était évaporé du monde académique. Miguel passa 3 jours à téléphoner. L'Université autonome de Yucatan lui confirma que le chercheur s'était retiré subitement en 2018. Le INIH, l'Institut national d'anthropologie, refusa de lui communiquer la moindre information. Dossier transféré à Mexico, accès restreint. À chaque appel, Miguel sentait la même gêne au bout du fil, la même précipitation à mettre fin à la conversation, comme si le nom de Vasquez était devenu un secret. Pendant ce temps, Santiago changeait. Il ne jouait presque plus. Il passait des heures assis dans le patio, traçant ses cartes de mémoire et fredonnant cette mélodie lente, à la fois triste et ancienne. Ses yeux restaient fixés sur le sol, mais on aurait dit qu'il regardait quelque chose bien au-delà de la terre. Une nuit, Esperanza entra discrètement dans sa chambre. Sur son bureau d'écolier, l'enfant avait disposé plusieurs feuilles reliées entre elles, dessinant des lignes, des cercles et des symboles inconnus. Au centre, 3 mots écrits en lettres maladroites. « Eishmin Hashamaim ». Elle sentit son cœur se serrer. C'était l'hébreu de ses cauchemars. Le 4e jour, Don Aurelio frappa à la porte du garage, tenant un petit papier froissé. « Miguel, je crois que j'ai trouvé ton homme. Un ami à moi de Valladolid a parlé d'un vieil archéologue un peu fou qui vit près du Cenote Sassi. Il s'appelle Vasquez. » Miguel sentit l'air lui manquer. Valladolid, 2 heures de route. Il n'hésita pas une seconde. « Merci, Don Aurelio. Que Dieu te bénisse. » Le lendemain, à l'aube, il chargea Santiago dans la vieille camionnette. Le ciel était gris, les oiseaux silencieux. La route vers Valladolid traversait des champs de chaya et de pierres calcaires. Plus il s'éloignait de la ville, plus Miguel avait l'impression de quitter le présent. La maison du docteur Vasquez se trouvait au bout d'un chemin de terre bordé de clôtures rouillées et de buissons denses. Une construction basse, peinte d'un bleu passé, que la végétation semblait vouloir engloutir. Miguel frappa 3 fois. Une voix rugueuse répondit derrière la porte. « Qui est-ce » ? « Je m'appelle Miguel Herrera. Je viens à propos des fouilles de San Antonio. » Silence, puis le bruit des verrous qu'on retire lentement. La porte s'ouvrit juste assez pour révéler un visage vieilli, marqué de cernes, et 2 yeux fatigués qui semblaient craindre la lumière. « Je ne parle plus de ça, » murmura l'homme. « C'est fini. Docteur, s'il vous plaît, c'est pour mon fils. » Miguel se tourna vers Santiago, encore somnolent. « Santi, dis bonjour au docteur. » L'enfant leva la tête, observa l'homme un long moment, puis dit d'une voix douce, « Tonton Eduardo, pourquoi tu n'as pas fini de sortir les tablettes ?» Le sang se retira du visage de Vasquez. Il saisit le chambranle pour ne pas tomber. « Comment? Qui t'a dit ça ?»« Tu avais peur du tunnel, » répondit calmement l'enfant. « De la pierre en forme de serpent. » Le vieil archéologue ouvrit la porte sans un mot et les fit entrer. À l'intérieur,
L'air sentait le café froid, la moisissure et la poussière d'années de solitude. Des piles de livres, de cartes et de photos encombraient chaque table. Le docteur Vasquez leur servit machinalement de l'eau de Jamaïque dans des verres ébréchés. Ses mains tremblaient. « Personne ne connaît la pierre serpent », souffla-t-il. Ce détail n'a jamais été publié. Miguel resta figé. « Alors c'est vrai. Vous avez trouvé quelque chose sous ces maisons ?» Le vieil homme s'assit lentement. « Oui, et ce que nous avons trouvé n'aurait jamais dû exister. Des traces d'un incendie si intense que la pierre s'était vitrifiée, des dépôts de soufre pur, et des restes humains, figés dans la fuite. » Santiago s'approcha d'une photo en noir et blanc accrochée au mur et la toucha du doigt. « C'est là, dit-il simplement, là où mon oncle Lot priait avant que le feu tombe. » Le docteur Vasquez leva les yeux vers lui, bouleversé. Après 20 ans de silence, il venait d'entendre le passé parler à nouveau, et cette fois par la bouche d'un enfant. L'aube se leva sur Valladolid dans un brouillard d'or et de poussière. Le docteur Vasquez n'avait pas dormi. Toute la nuit, il avait marché d'un mur à l'autre, une lampe à la main, relisant ses notes, fouillant dans ses cartons, ouvrant des dossiers qu'il croyait avoir scellés pour toujours. Miguel, assis sur une chaise près de la fenêtre, suivait chacun de ses gestes, sans comprendre encore dans quoi il venait d'entraîner sa famille. Santiago, lui, dormait profondément sur le canapé, les mains jointes sur la poitrine, comme un petit moine en prière. « Je ne sais pas ce que vous cherchez vraiment, » finit par dire le vieil homme, la voix rauque, « mais si ce que cet enfant dit est exact, alors nous avons rouvert quelque chose qui devait rester fermé. »« Docteur, » supplia Miguel, « je veux juste comprendre. Pourquoi tout le monde fait comme si vos fouilles n'avaient jamais existé ?» Vasquez s'arrêta, le regard perdu. « Parce qu'on y a trouvé ce que la science ne pouvait pas expliquer sans renverser toute la chronologie connue. » Il sortit une boîte en fer, l'ouvrit. À l'intérieur, des photographies jaunies, pierres noircies, fragments de poterie fondue et une tablette presque intacte, couverte d'inscriptions. « Cette pierre, expliqua-t-il, a été cuite à plus de 1000 degrés. Aucune technologie précolombienne ne pouvait atteindre cette température. Pourtant, c'est là, sous la colonie San Antonio, à Mérida. » Miguel sentit un frisson lui parcourir la nuque. Et si ce n'était pas seulement une ruine, si c'était un témoin? Vasquez eut un sourire triste. « C'est ce que j'ai pensé, avant qu'il ne referme tout. J'ai même marqué l'emplacement d'un tunnel qu'on n'a jamais exploré. J'avais peur. » Santiago s'éveilla au son de cette phrase. Il se frotta les yeux puis demanda calmement « Celui avec la marque rouge, n'est-ce pas, tonton ?» Le vieil homme laissa tomber sa tasse. Un éclat de céramique se brisa au sol. « Comment tu sais ça? Cette marque n'est notée que sur mon plan personnel. Personne ne l'a jamais vue. Parce que c'est moi qui t'ai dit où la mettre, » répondit l'enfant avec une douceur désarmante. « Pour que tu trouves l'entrée quand le moment serait venu. » Le silence qui suivit sembla faire trembler la pièce. À midi, ils prirent la route de retour vers Mérida. Vasquez, muet, tenait sur ses genoux une carte pliée en 4, sur laquelle une petite croix rouge marquait le terrain d'une maison de la colonie San Antonio. « Cette maison a été construite sur le cœur du site, » dit-il enfin. « Si le tunnel existe encore, il est là-dessous. » L'après-midi même, ils se présentèrent à la porte de la maison. Une femme d'une 40aine d'années, en uniforme d'infirmière, ouvrit, surprise. « Bonjour madame, je suis le docteur Eduardo Vasquez. J'ai dirigé des fouilles ici, il y a 20 ans. Nous aurions besoin d'accéder à votre sous-sol, juste pour vérifier une chose. » La femme hésita. « Le sous-sol, pourquoi ? » ?»« C'est à propos d'un phénomène géologique. Rien de dangereux, je vous le promets. » Elle finit par accepter, intriguée. En descendant les marches, une chaleur lourde les enveloppa aussitôt. L'air sentait le sel et la poussière brûlée. Les murs du sous-sol vibraient d'une chaleur constante, comme si quelque chose en dessous continuait à respirer. Santiago posa la paume contre la paroi sud. « Ici, » dit-il simplement, « derrière cette pierre. C'est la porte. » Le docteur Vasquez sortit son détecteur de métaux. L'aiguille s'emballa. « Il y a quelque chose, » murmura-t-il. « Quelque chose de massif. » Avec l'autorisation de la propriétaire, ils commencèrent à creuser. Les coups de marteau résonnaient comme un écho lointain dans le temps. Après 2 heures d'effort, un pan du mur s'effondra, libérant une bouffée d'air chaud et une odeur âcre de soufre et de mer. Une ouverture sombre apparut. Le faisceau de la lampe du docteur Vasquez pénétra dans le trou.
Des marches taillées dans la pierre s'enfonçaient dans la terre, recouverte d'une suie noire. Sur les murs, on distinguait des signes incisés, ni maya, ni latin, une écriture plus ancienne, plus primitive. « C'est impossible, souffla-t-il. Cette graphie ressemble au proto-sinaïtique, mais ici, en Amérique. » Santiago s'approcha du trou et sourit. « Viens, tonton. La première chambre est juste en bas. » L'homme pointa sa lampe vers le visage de l'enfant. Les pupilles sombres de Santiago reflétèrent la lumière comme deux puits sans fond. « Tu as déjà été là, n'est-ce pas ?» demanda Vasquez d'une voix brisée. « Oui, » répondit doucement l'enfant. « Et toi aussi. Mais cette fois, on ne doit plus avoir peur. » Alors, pour la première fois en 20 ans, le docteur Eduardo Vasquez descendit les marches interdites, suivi de Miguel et d'un enfant qui semblait marcher entre deux mondes. La lumière des lampes tremblait sur les murs du passage. L'air était lourd, saturé d'humidité et d'un parfum âcre de sel et de cendre. Chaque pas résonnait comme s'il s'enfonçait dans la mémoire de la terre. Le tunnel descendait en pente douce, creusé dans une pierre noire qui semblait avoir fondu puis figé, comme vitrifié par un feu ancien. Le docteur Vasquez avançait lentement, son appareil photo en bandoulière. Derrière lui, Miguel tenait la lampe d'une main tremblante, tandis que Santiago marchait devant, sans peur, comme s'il retrouvait un chemin familier. « C'est ici que ça commence », dit l'enfant en murmurant. Là où le feu a touché la terre pour la première fois. La première salle s'ouvrit comme une caverne de cathédrale. Des jarres brisées jonchaient le sol, fondus en partie dans la pierre. Au centre, un autel circulaire de basalte émettait encore une légère chaleur. Autour, des tablettes d'argile, intactes malgré les millénaires. Le docteur Vasquez s'agenouilla, sortit un pinceau et commença à dégager la poussière des premières inscriptions. Les caractères, bien que primitifs, ressemblaient à un mélange de proto-hébreu et de signes cunéiformes. « Impossible, murmura-t-il. C'est plus ancien que tout ce qu'on connaît ici. » Santiago, accroupi près de lui, effleura la surface d'une tablette. « Celle-là parle des troupeaux, » dit-il calmement. « 237 moutons, 42 chèvres, 8 ânes. Mon oncle les a comptés 3 fois pour être sûr. » Le vieil archéologue se figea. Les symboles qu'il venait à peine d'examiner correspondaient exactement à ces chiffres. Il sentit la sueur couler le long de sa nuque. « Hein, comment peux-tu… »« Parce que c'est moi qui l'ai écrit, » répondit doucement Santiago. « Pas avec ces mains-là, mais avec celles d'avant. » Miguel recula, les yeux écarquillés. L'air vibrait d'une tension presque surnaturelle. Puis, dans un coin de la pièce, sous un amas d'éboulis, Vasquez aperçut une forme plus grande, une tablette plus massive, d'une argile plus fine, comme polie par le feu. Il écarta les pierres une à une. « Aidez-moi, » dit-il à Miguel. À mesure qu'ils dégagèrent l'objet, un souffle chaud s'échappa du sol. Quand enfin la tablette apparut dans toute sa dimension, Santiago posa la main dessus et ferma les yeux. « C'est celle de mon oncle Lot, » murmura-t-il. « Il l'a écrite quand tout brûlait. » Le docteur Vasquez leva sa lampe. Les inscriptions étaient profondes, gravées avec urgence. « Santiago, peux-tu la lire ?» L'enfant hocha la tête, puis, d'une voix calme et grave, commença à traduire « L'an du règne de Kedorlaomer, le feu d'Adonai tomba sur les cités du vallon. Les trompettes des anges sonnèrent des 4 vents du ciel. La terre trembla comme une bête blessée. Le feu descendit, collant et jaune comme du miel, brûlant tout ce qu'il touchait. Ceux qui fuyaient devenaient statues de sel noir. Moi, Lot, fils d'Aran, témoin du jugement, j'écris pour que les générations futures se souviennent. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. » Sa voix résonnait dans la salle, pure, sans tremblement. Même le vieil archéologue en oubliait de respirer. « Mon Dieu, » souffla Vasquez, « c'est un texte historique, une chronique oculaire. » Mais Santiago n'avait pas terminé. Il retourna la tablette, révélant quelques lignes gravées sur le revers. Ici, il a écrit autre chose. Il lut encore « Quand les cités renaîtront au-dessus de ces cendres et que les hommes oublieront les signes du ciel, un petit témoin reviendra pour se souvenir, et celui qui excava reviendra excaver à nouveau, afin que la vérité ne meure pas avec le temps. » La lampe du docteur Vasquez vacilla. Il sentit un vertige. « C'est une prophétie sur nous, » murmura-t-il. Santiago leva les yeux vers lui, avec la sérénité de quelqu'un qui connaît déjà la fin. « Ce n'est pas une prophétie, tonton Eduardo. C'est une promesse.
Un silence absolu tomba sur la chambre. L'air vibrait de chaleur comme si le feu d'autrefois respirait encore sous la pierre. Le vieil homme s'assit sur le sol, pris d'une émotion qu'il n'avait jamais connue. Miguel, lui, regardait son fils, incapable de décider s'il devait trembler ou prier. « Et maintenant » demanda-t-il d'une voix brisée. Santiago posa la tablette sur l'autel noir. « Maintenant, il faut se souvenir. Et ne plus avoir peur du feu. » Le lendemain de la découverte, Mérida ne fut plus la même. Ce qui s'était produit sous la maison de la señora Morales s'était propagé comme une onde de choc invisible. Quelqu'un, peut-être un voisin curieux, peut-être un ouvrier, avait parlé. En quelques heures, la rumeur s'était transformée en nouvelle. Un enfant et un archéologue avaient trouvé les ruines de Sodome sous le sol du Yucatan. Au lever du jour, des voitures de police bloquaient déjà la rue, suivies par les caméras locales. En moins de 24 heures, la petite colonia San Antonio devint l'épicentre d'une agitation mondiale. Des hélicoptères de chaînes internationales survolèrent le quartier. Des journalistes de CNN, BBC et Télévision Azteca installèrent leurs tentes. Des foules de curieux, de pèlerins et de sceptiques affluaient, tenant des pancartes où l'on lisait « Le feu d'Adonai est revenu » ou « Science, pas miracle ». Miguel, Esperanza et Santiago furent conduits dans un hôtel du centre pour leur sécurité. Le docteur Vasquez, quant à lui, tenta de convaincre les autorités de préserver le site, mais les ordres venaient déjà d'en haut. Il fallait fouiller, documenter, comprendre. « Vous vous rendez compte de ce que cela implique ?» s'exclama un représentant de l'Institut national d'anthropologie. « Si ces inscriptions sont authentiques, cela renverse toute la chronologie de la présence humaine sur le continent. Ou toute notre compréhension de Dieu, répondit Vasquez calmement. Le lendemain matin, une commission mixte fut créée. Archéologue mexicain, linguiste de Harvard, théologien du Vatican. Et au centre de tout, un garçon de 6 ans que personne n'osait contredire. Santiago avançait au milieu des chercheurs avec la sérénité d'un vieil homme. Il ne semblait pas impressionné par les caméras ni par la foule qui scandait son nom. Il marchait simplement, tenant la main de son père, tandis que le docteur Vasquez ouvrait le passage menant au tunnel. « Par ici », dit l'enfant, indiquant une autre section du sous-sol. « Hier, on est passé par la porte de service, mais la vraie entrée est plus bas, celle de la chambre des noms. » Le mot fit frissonner les spécialistes. « Chambre des noms ». Personne ne comprenait encore de quoi il s'agissait. Mais Santiago parlait avec une certitude absolue. Des ingénieurs commencèrent à creuser. Au bout de 3 heures, la terre s'effondra sur un escalier de pierre parfaitement conservé, descendant en spirale. Le docteur James Richardson, archéologue américain, resta stupéfait. Ces caractères, ils ressemblent à du proto-hébreu. C'est antérieur de 1000 ans aux premières écritures du Proche-Orient. C'est impossible. Santiago posa sa petite main sur le mur et traça les symboles du bout des doigts. Ce n'est pas impossible, docteur. C'est juste oublié. Les journalistes retenaient leur souffle, captivés par l'étrange autorité de sa voix. « Tu peux les lire, Santiago » demanda une traductrice israélienne. « Oui, dit-il simplement. Chambre des innocents tombés dans le feu de la justice divine. Que leurs noms soient gardés jusqu'au jour où les morts se relèveront. » Les linguistes échangèrent des regards incrédules. Quelques minutes plus tard, la traduction officielle confirma que l'enfant avait lu sans faute, jusque dans les nuances grammaticales d'une langue disparue depuis 4 millénaires. Miguel sentit les larmes lui monter aux yeux. Vasquez, lui, resta immobile, bouleversé. « Vous comprenez, murmura-t-il au scientifique, cet enfant ne se souvient pas d'une histoire. Il se souvient d'un monde. » La descente reprit. Les marches les menèrent vers une vaste salle circulaire. Les parois, recouvertes de symboles, brillaient faiblement, comme si la pierre conservait encore la chaleur d'un incendie ancien. Au centre, une dalle d'or mêlée d'argile. Les caméras tournèrent, les journalistes chuchotaient. Le Vatican priait déjà pour la prudence des mots à venir. Santiago s'avança, posa la main sur la dalle et déclara simplement « C'est ici que mon oncle a écrit les noms de ceux que le feu n'a pas pu effacer. » Et dans ce silence suspendu entre science et foi, même les sceptiques sentirent qu'ils n'étaient nés plus tout à fait dans le monde des vivants. L'air du souterrain semblait vibrer d'une chaleur vivante. À mesure que le groupe descendait, le silence se faisait presque sacré, coupé seulement par le cliquetis des caméras et le froissement des combinaisons.
La chambre principale, comme l'avait nommée Santiago, s'ouvrait maintenant devant eux. Un vaste cercle de pierre noire, 30 mètres de diamètre, parfait, sans fissure. Au centre, un piédestal portait une grande tablette d'un matériau doré qui émettait une lumière douce comme si le feu ancien y brûlait encore. Le docteur Vasquez sentit ses jambes trembler. Mon Dieu, elle est intacte, depuis 4000 ans. Les archéologues restaient sans voix. Certains faisaient le signe de croix, d'autres prenaient des notes fébrilement. Santiago, lui, s'avança jusqu'au socle, levant les yeux vers l'objet avec la déférence d'un prêtre devant un autel. « C'est ici, » dit-il calmement. « C'est la tablette de Lot. Il y a les noms, tous les noms. » Le docteur Richardson de Harvard s'approcha, lampe braquée. « Cette matière, c'est de l'argile mélangée à des particules d'or. Elle ne devrait pas exister dans cet état naturel. C'est pour qu'elle ne se brise jamais, » répondit Santiago sans le regarder. Mon oncle disait que la parole de Dieu ne devait pas s'effacer. Il posa ses 2 petites mains sur la surface dorée et ferma les yeux. Un long silence suivit. Puis, il commença à lire, d'une voix calme mais chargée d'une étrange gravité. « Moi, Lot, fils d'Haran, frère d'Abraham, écris ces noms pour que nul ne les oublie. Le Seigneur m'a ordonné de sauver les innocents avant d'envoyer le feu. Beaucoup n'ont pas écouté. Voici les 143 enfants, les 32 mères et les 17 anciens qui sont morts en protégeant ceux qu'ils aimaient. » Sa voix se brisa légèrement, mais il continua, et dans la salle, même les ingénieurs s'étaient arrêtés de respirer. « Le feu viendra encore, quand les hommes auront de nouveau oublié la différence entre le bien et le mal. Mais avant la dernière flamme, Dieu enverra des témoins. L'un sera petit d'âge, mais grand de mémoire. L'autre sera celui qui creusa les pierres et les creusera de nouveau. Et quand cette chambre sera ouverte, le monde saura que le temps des avertissements a commencé. » Les derniers mots résonnèrent dans l'espace circulaire comme un écho venu d'un autre âge. Le docteur Vasquez tomba à genoux. « C'est nous, » murmura-t-il, « le petit témoin et celui qui creusa. » Un frisson parcourut la foule des chercheurs. Le Vatican filmait tout, les caméras tournaient, mais aucune explication scientifique ne semblait suffire. Certains pleuraient sans comprendre pourquoi. Santiago leva lentement la tête. « Il y a encore quelque chose, » dit-il, derrière les mots. Il retourna la tablette. Au revers, d'autres inscriptions, gravées plus profondément, brillaient comme des braises. Il posa la main dessus et lut d'une voix basse, presque solennelle. « Lorsque le témoin se souviendra, la lumière descendra et les pierres parleront. Préparez vos cœurs, car ce qui fut à Sodome n'était qu'une ombre du feu qui vient. » Un souffle parcourut la salle. Les lampes vacillèrent. Les instruments électroniques grésillèrent, puis s'éteignirent tous à la fois. L'obscurité s'abattit, rompue seulement par la lueur dorée de la tablette, plus vive que jamais. Les visages se baignèrent dans cette lumière mouvante, irréelle. « Qu'est-ce que c'est » cria un technicien. « Le champ magnétique explose » répondit un autre. Mais Santiago resta immobile. La lumière semblait émaner de lui autant que de la tablette. « Tonton Eduardo, dit-il doucement, tu peux ranger tes outils maintenant. Tu n'auras plus besoin d'excaver. »« Pourquoi, Santi ?»« Parce qu'on a terminé de se souvenir. Maintenant, c'est au monde de décider quoi faire de ce qu'il a appris. » La lumière monta encore, puis s'adoucit peu à peu, jusqu'à disparaître complètement. Les caméras se rallumèrent d'elles-mêmes. Les chercheurs restaient figés, hébétés. Le docteur Vasquez se releva lentement. « Nous devons préserver tout cela, » dit-il à voix basse. « Pas pour la gloire, mais pour la mémoire. » Miguel prit son fils dans ses bras. Le petit posa la tête sur son épaule, épuisé. « Papa, » murmura-t-il, « ils savent maintenant. » « Qui, mon amour ?»« Ceux d'en haut. » À la surface, le soleil du Yucatan éclatait dans un ciel sans nuages. Des foules priaient, d'autres filmaient, d'autres encore criaient à la supercherie. Mais dans les profondeurs, les témoins du feu ancien savaient que quelque chose venait de s'ouvrir dans la conscience du monde. Et le silence qui suivit ressemblait étrangement à celui qui précède les grandes révélations. 3 mois passèrent. Mérida retrouva peu à peu son calme apparent, comme si le vacarme du monde s'était éloigné, emporté par le vent chaud des tropiques. Les hélicoptères avaient disparu, les scientifiques étaient repartis, et les barrières métalliques autour de la maison de la señora Morales avaient été démontées.
À la place, une plaque officielle du Institut national d'anthropologie et d'histoire indiquait « Site archéologique de San Antonio, accès restreint ». Les touristes s'y rendèrent les week-ends, guidés par des étudiants qui parlèrent d'une découverte qui changea la vision du passé. Mais pour les Herrera, la vie ne redevint jamais vraiment normale. Miguel retournait chaque matin à son atelier. Ses mains, noircies par la graisse, retrouvaient le poids rassurant des outils. Pourtant, à chaque bruit de moteur, une part de lui revoyait la lueur dorée sous la terre, la lumière impossible qui avait englouti son fils ce jour-là. Esperanza, elle, reprit ses habitudes. Les repas, le linge, le marché du samedi. Mais ses gestes portaient désormais une lenteur méditative, comme si chaque acte quotidien était devenu une prière silencieuse. Parfois, elle surprenait des inconnus devant sa maison, venus discrètement déposer des fleurs, des bougies, ou simplement murmurer le nom de Santiago comme une bénédiction. Car le monde n'avait pas oublié. Le visage du petit garçon, filmé dans la chambre dorée, était devenu une image virale. El testigo pequeño, le petit témoin. Les chaînes de télévision rediffusaient encore ces paroles. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Certains y voyaient un miracle, d'autres une mise en scène, mais personne ne restait indifférent. Le docteur Vasquez, lui, vivait à nouveau reclus, à Valladolid. Dans sa maison bleue délabrée, il travaillait sans relâche sur un manuscrit intitulé « Le témoignage du feu », mémoire d'une promesse ancienne. Les universités du monde entier l'invitaient. Le Vatican lui proposa un poste de chercheur, mais il refusait tout. « J'ai déjà vu ce que je devais voir », répétait-il simplement. Ses notes décrivaient avec une précision maniaque chaque symbole, chaque mesure de la tablette dorée, chaque mot prononcé par Santiago. Il savait que cette vérité dépassait la science, mais il voulait au moins qu'elle survive au doute. Santiago, lui, avait repris l'école. À la Benito Juárez Primaria, il riait, jouait au football, faisait des dessins d'enfants. Ses camarades le regardaient avec admiration et curiosité. Pour eux, il était à la fois un copain et un mystère. La maîtresse, Doña Lupita, l'aimait tendrement, mais craignait parfois ses silences étranges. Un après-midi, pendant un cours d'histoire, elle demanda « Les enfants, quel âge avait Noé quand il a construit l'arche ?»« 600 ans, répondit un élève. Santiago leva la main et dit calmement « En fait, il en avait 599. » Il pensait ne pas finir à temps. La maîtresse resta figée, la craie suspendue en l'air. Les autres élèves éclatèrent de rire, croyant à une blague. Mais Santiago souriait simplement, sans ironie, comme s'il revenait d'un souvenir lointain. Ce soir-là, Esperanza observa son fils s'endormir. Il semblait paisible, débarrassé du poids de ce qu'il avait porté. Plus de paroles en hébreu, plus de cauchemars. Seulement le sommeil tranquille d'un enfant qui, pour la première fois depuis longtemps, appartenait pleinement à ce monde. Dans le salon, Miguel éteignit la radio. Les nouvelles parlaient encore du miracle de Mérida. Il regarda sa femme et murmura « Tu crois qu'ils comprendront un jour ce que tout cela signifiait ?»« Peut-être pas, » répondit-elle doucement. « Mais ils s'en souviendront. Et c'est tout ce que Dieu voulait. » Le vent du soir entra par les fenêtres ouvertes, apportant l'odeur des fleurs d'oranger. Dans le ciel, la lune éclairait les toits de tuiles. La vie continuait, simple, fragile, mais baignée d'un éclat nouveau. Celui d'avoir touché l'invisible, ne serait-ce qu'un instant. L'hiver tomba doucement sur le Yucatan. Le vent portait l'odeur du sel et de la pluie, et les journées raccourcissaient sous une lumière dorée qui semblait appartenir à un autre temps. Dans la maison des Herrera, la vie suivait à nouveau son rythme simple, le café chaud du matin, le bruit lointain des cloches de San Cristobal et le rire de Santiago qui courait dans le patio. Un dimanche après-midi, Miguel décida de rendre visite au docteur Vasquez à Valladolid. Le trajet se fit en silence, les yeux fixés sur la route bordée de ceibas anciennes. Santiago dormait à l'arrière, la tête appuyée contre la vitre, bercé par les cahots du vieux pick-up. Quand ils arrivèrent, le docteur les accueillit avec un sourire fatigué mais sincère. Sa maison était encombrée de livres, de cartes et de photographies. Sur la table, un épais manuscrit portait un titre écrit à la main. « Le petit témoin. Mémoire d'un feu éternel. »« Ça, vous avez terminé le livre ?» demanda Miguel. « Presque, » répondit Vasquez. « J'y ai mis tout ce que nous avons vu, et tout ce que nous n'avons pas compris. » Santiago entra dans le patio,
attiré par le grand arbre de Ceiba qui se dressait au fond du jardin. Il s'assit sous son ombre silencieux, les yeux mi-clos. Vasquez le regarda un moment, pensif. « Il semble plus calme. »« Oui, » dit Miguel. « Il ne parle plus du feu ni des anges. Il dort bien, il rit. Peut-être tout cela est enfin derrière lui. » Mais le docteur secoua lentement la tête. « Non, Miguel, ce genre de choses ne disparaît pas. Elle s'endort, c'est tout, jusqu'à ce que le monde ait encore besoin de se souvenir. » Un long silence s'installa, troublé seulement par le chant des oiseaux. Puis, d'une voix douce, Santiago dit sans ouvrir les yeux, « Ce n'est plus pareil qu'avant. Avant, je me souvenais de ce qui était passé. Maintenant, parfois, je vois ce qui va venir. » Miguel se figea. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon fils ?» L'enfant leva lentement la tête. Ses yeux sombres brillaient sous la lumière filtrée du soir. « Je vois des gens qui changent après avoir entendu l'histoire. Certains deviennent meilleurs. D'autres ont peur et veulent oublier. Mais un jour, il faudra se souvenir encore, quand le monde commencera à brûler d'une autre façon. » Vasquez croisa le regard de Miguel. Aucun mot n'était nécessaire. Le soleil commençait à descendre. Santiago se leva, marcha vers eux et ajouta avec un sourire tranquille. « Mais avant que ça arrive, papa sera déjà un grand-père et moi un vieil homme. Ce sera long avant le prochain souvenir. » La phrase tomba comme une bénédiction. Miguel sentit les larmes monter, mais elles étaient douces, presque apaisées. « Et qu'est-ce que tu te rappelleras quand tu seras vieux, mon fils ?» Santiago répondit sans hésiter. « Le jour où tout redeviendra nouveau, quand il n'y aura plus de feu, ni de peur, ni de pleurs, seulement des jardins et des rivières, et tous les enfants riront encore. » Le docteur Vasquez, la voix brisée, dit « C'est cela qu'il faut écrire à la fin du livre, Miguel, que Dieu n'envoie pas le feu pour punir, mais pour rappeler, et qu'il aime trop le monde pour le laisser oublier. » Le soir tomba sur Valladolid, emportant leur voix dans la brise. Santiago dormait à nouveau sur la banquette arrière pendant le trajet du retour. À travers le rétroviseur, Miguel observait son visage paisible et songeait que oui, le message avait été livré. Cette nuit-là, alors que les étoiles veillaient sur Mérida, un homme quelque part dans le monde découvrit sur Internet la vidéo du petit témoin. Il l'écouta jusqu'à la fin, le cœur serré, puis resta longtemps immobile. Peut-être plus croyant, peut-être seulement différent. Parce que les véritables témoignages, pensa-t-il, ne demandent pas d'y croire. Ils nous transforment simplement.